Bonsoir, nous sommes le 3 mars 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire de cette émission. Troisième volet de notre série 20 ans en 2021 avec une histoire d'amitié, une amitié contrariée à cause du Covid dans le Nord. On ira aussi en Sicile, la région où l'impact économique du Covid sur les jeunes est le plus fort. Et puis sur un tout autre sujet, le Rwanda, avec notre invité, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, qui signe un livre enquête puissant, La Traversée, dans lequel il démontre que la théorie d'un double génocide au Rwanda est une fiction. Avoir 20 ans en 2021, suite de notre série. Quel est le point commun entre des jeunes à Lille et des jeunes à Palerme? Ils veulent avoir un avenir, voilà le point commun. Et depuis un an, ils ne le voient plus trop, cet avenir. Tout à l'heure, nous retrouverons Cécile Debarge à Palerme. Avant cela, direction Lille et Compiègne avec toi, Mathieu, salut. Salut. Avec Yumni Kezou, vous avez rencontré une bande d'amis que le Covid a éloignés. Oui, Valentine, on est allé voir. Clara, Rémi et Hugo, ils ont entre 21 et 23 ans, se sont rencontrés autour d'une passion commune, le théâtre. Et le Covid les a éloignés. Les membres de leur compagnie étudiante, qui s'appelle la Compagnie 8, ont été éparpillés. Alors on a pris la route d'abord de Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, pour retrouver Hugo Mézin, 21 ans, dehors dans un parc. C'est là qu'une fois par semaine, il vient pour discuter avec Clara, Rémi et d'autres sur Zoom pour parler de leur projet de théâtre. J'envoie les pages du scénar pour ce soir, du coup. Ce soir ou demain. Salut, bisous, à plus. Tu peux nous dire pourquoi c'est important ces séances-là Même si on fait plus grand-chose en vrai, ne serait-ce que pour au moins se donner l'illusion qu'il se passe des trucs. Et humainement, ouais, carrément, c'est super important parce que, mine de rien, on voit plus grand monde. Depuis un an, Hugo s'est lancé dans l'animation d'ateliers d'impro. Il est retourné vivre chez sa mère et c'est pas toujours évident. Au début, c'était super. J'aime pas me sentir obligé de faire quelque chose. J'adore passer du temps avec ma famille, mais il y a un moment où ça devient une obligation parce que j'ai pas le choix. Les amis sont loin et côté cœur, c'est aussi un peu le désert. Oui, carrément. Là, je vais pas vous mentir, c'est la Hesse, comme on dit. Hein. Oui, forcément, que ce soit en amitié ou en amour, globalement, c'est très dur de faire des rencontres. Débuter une relation, moi, j'en ai débuté aucune là. C'est pas possible. Celui qui anime cette petite compagnie de théâtre, on est allé le rencontrer à Lille. C'est lui, Rémi Laversin. Il nous a donné rendez-vous dans son appartement. Avec le Covid, il a perdu son travail. Et cet étudiant boursier a dû avoir recours aux distributions et aux bons alimentaires. C'est ultra humiliant. Enfin, c'est super humiliant d'aller devoir réclamer de l'argent à l'assistante sociale, à pas pouvoir payer son métro, même si mon abonnement me coûte 10 €, mais je suis déjà à moins 800, ma banque elle peut plus m'aider. Juillet-août, du coup, je suis reparti chez mes parents, on a rendu notre appart. Dès juin, on a rendu notre appart, on est reparti tout de suite. Combien de fois on est obligé de manger juste des pâtes, des pâtes, se rationner, on prend pas de petit-déj le matin, ou on se prive sur plein de choses. On rentre dans un cercle vicieux, et en fait, on est complètement en train de se noyer. Et on est complètement seul. Moi, mes parents n'ont pas du tout la possibilité de m'aider financièrement. Ils sont aussi dans une situation qui est précaire. Mon père vit du RSA, par exemple. Et depuis des semaines, Rémi, il ne décolère pas. On a quand même des gens qui sont en place. Et quand je dis en place, c'est vraiment pas que le gouvernement. C'est vraiment autour de nous, universitaires ou autres, des gens qui se disent jeunes. Là, pour le gouvernement, c'est quand même un gouvernement qui a fait toute une élection en disant nous on est jeunes, faut compter sur nous parce que nous on est jeunes, mais en fait ils ont complètement rien à foutre de la jeunesse, mais complètement. De toute façon on sait très bien qu'on est un électorat qui est pas, on change tout le temps, ils vont pas se baser sur nous, donc ils en ont rien à faire de nous et on est complètement à l'abandon. On coule, c'est une génération sacrifiée. J'ai plein de gens autour de moi qui arrêtent leurs études parce qu'ils sont complètement abandonnés. Tous ceux qui arrêtent, c'est des gens potentiellement qui auraient pu être en bac+5, avoir gagné des ressources assez importantes, et c'est eux qui vont financer les retraites, c'est nous, je dis eux, mais il faut que je m'inclue aussi, donc ça va être compliqué, ça va être des gens qui vont se retrouver sans études pour certains, qui n'ont pas d'emploi, donc ça va être des nouveaux chômeurs, c'est un effet boule de neige qui est en train de se créer, et on laisse ça sur le côté, on veut pas voir, et puis on nous parle du Covid tout le temps, le Covid, oui, on en a bien conscience, il faut aider les personnes les plus âgées et tout ça, mais à côté de ça, il y a vraiment des gens
qui vont pas bien. Et lui aussi, il a traversé des moments difficiles. Il a demandé l'aide d'un psy depuis 2 mois. Sans nouvelles, il n'en peut plus de la façon dont la jeunesse est caricaturée et ignorée. Et on voit les images un peu de jeunes qui font que réclamer, enfin je sais pas comment expliquer, mais certaines chaînes qu'on peut voir sur la télé, notamment 2 belles chaînes de merde, d'infos continues, qui n'arrêtent pas de donner une image des étudiants qui sont tout le temps démasqués, qui n'ont rien à foutre, en disant c'est pas grave, le Covid c'est au-dessus de nous, qui ne font que pleurnicher, ah oui mais vous n'êtes pas né en 40, enfin je m'en fous de pas être né en 40, je suis né maintenant, je vais pas bien maintenant, et enfin je demande pas la fin du monde, je dis juste que je peux pas vivre avec 300 € par mois. Et j'ai toujours travaillé, je travaille depuis l'âge de mes 17 ans parce que mes parents n'ont pas les moyens de m'aider, donc je ne suis pas du tout un fainéant. Enfin, vous voyez, je suis végétarien, j'ai même dû travailler dans des abattoirs parce que mes parents n'ont pas les moyens de m'aider, donc je vais chercher le boulot là où je suis obligé de le trouver pour me nourrir. Mais c'est juste pas possible de vivre avec 300 € par mois de bourse et qu'on vous réponde, bah, c'est comme ça, vos parents sont obligés de subvenir à vos besoins, donc on calcule la bourse selon les revenus de vos parents et pas selon vos revenus à vous, et démerdez-vous. Faut arrêter de croire que les étudiants, tout ce qu'ils veulent, c'est du fric et picoler et coucher à droite et à gauche. Non, en fait, c'est juste pas ça. On veut juste pouvoir bouffer à notre faim et juste pas stresser parce qu'on ne sait pas si notre banquier va encore nous appeler demain parce qu'on est à moins 800 € en fait. C'est ça la situation aujourd'hui. Juste ça, et juste on en a mais vraiment marre, vous pouvez même pas imaginer, et d'entendre une ministre mais qui est à côté de la plaque, mais complètement à côté de la plaque, mais elle est ailleurs. Elle est dans une stratosphère, mais qui n'a rien à voir avec le monde actuel, pour lancer des débats aussi débiles, complètement cons, alors qu'il y a vraiment des gens on parle de suicide quand même. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'ils le paieront dans les élections. Enfin, après, ça, c'est leur problème. Tant pis. Hein. La troisième de la bande qu'on a rencontrée, c'est Clara Pelé. Clara a perdu son appartement au début de la pandémie. Un moment sans logement ni ressources car sa bourse n'a pas été versée. Elle a habité chez Rémi et sa copine. Elle a été accueillie désormais par la famille d'une amie qui vit à la campagne, près de Compiègne. Ça dépend des jours. Je me suis mise au sport, donc ça c'est bien. Je fais de la cuisine. Après, j'ai des cours qui sont en visio. Bon, les cours en visio, c'est catastrophique, hein, on va pas se mentir. Moi, je décroche complètement. Clara a l'impression que sa jeunesse, elle aussi, est en suspens. Le fait de ne pas rencontrer des personnes nouvelles, ça fait chier. Ouais. Ça, c'est horrible parce que moi, j'aimerais trop me balader le soir à Lille dans un bar et puis là, j'ai un coup de foudre, on ne sait pas. Moi, je rêve de monter sur scène, c'est tout. Je rêve qu'on se retrouve entre tous nos potes. Je rêve qu'on aille boire un verre sur une terrasse. Je pense qu'en fait, j'ai énormément de rêves. Depuis la pandémie, je crois que j'ai jamais autant rêvé, en fait. Mais oui, je rêve vraiment de reprendre ma vie normale, en fait, tout simplement. Et le mot de la fin, Valentine, il est pour Rémi. Message envoyé au gouvernement. C'est quand même un gouvernement qui a su créer les Gilets jaunes, qui a su créer des étudiants suicidaires. Tant pis pour eux. À un moment donné, s'ils veulent durer, à un moment donné, il faut vraiment se réveiller et se poser les bonnes questions et agir, parce que c'est bien d'être sur tous les plateaux, de faire Snap, de faire Twitch, TikTok et tout ça, mais pendant ce temps-là, on ne fait rien d'autre. Merci Mathieu. Et le porte-parole du gouvernement pourra donc répondre à Rémi et à ses attentes, ainsi qu'à celles de ses camarades, puisque Gabriel Attal sera sur ce plateau lundi prochain. On est ravis de l'accueillir. Ces aspirations, les jeunes Italiens les partagent aussi. En Italie, près de 2 millions des 18-29 sont des NEET. Cet acronyme vient de l'anglais, Not in Education, in Employment, in Training, soit des jeunes qui ne sont ni à l'école, ni à la fac, ni engagés dans un travail. 2 millions de NEET, c'est plus d'un jeune Italien sur 5 et c'est un record en Union européenne. On rejoint Cécile Debarge à Palerme. Salut Cécile. En Sicile, c'est pire que dans le reste du pays. C'est la région la plus touchée par le phénomène. Selon l'ONG Save the Children, ce serait plus d'un jeune sur 3 qui serait à risque d'ici la fin de l'année à cause de la pandémie. Cécile, ces jeunes, tu en as rencontré certains. Quel est leur profil ? Eh ben, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas forcément des jeunes qui n'ont envie de rien faire, comme le laisse supposer cet acronyme qui est un peu trompeur. Certains ont arrêté l'école assez vite, ils ne travaillent pas, c'est une réalité, mais la majorité d'entre eux sont diplômés de l'université et ne parviennent pas à trouver un travail, plus encore en ce moment. À Palerme, l'association du secteur social Acario a monté plusieurs projets
pour eux. Le dernier en date s'appelle SEED. Il vise à les familiariser avec des projets européens, leur fait développer des compétences en langue et les fait participer à des projets du secteur social, comme cet atelier organisé au Capot, c'était il y a quelques jours. L'idée était de faire nettoyer et décorer une ruelle du quartier par les enfants qui y vivent. J'ai rencontré Mariano Lograsso, il a 26 ans, a participé à cet atelier en tant que bénévole pour l'association Acario. Il a terminé ses études l'année dernière et donc officiellement c'est un NEET. Io sono qui pure per un po' investire il mio tempo, non stare tutto il giorno a casa magari a leggere libri o a studiare. E mi piace, insomma, sono qui da un paio di settimane e il progetto vero e proprio inizierà a fine marzo. Donc ce stage qui commencera fin mars durera 6 mois, il sera payé 500 € par mois et Mariano tentera ensuite un concours dans la diplomatie. L'effet de la pandémie pour les jeunes diplômés comme lui, c'est bien sûr un chamboulement total du monde du travail, mais aussi une entrave à la mobilité. Or, dans les régions du sud du pays, les jeunes ont l'habitude d'aller chercher du travail dans les grandes villes du nord, à Milan ou à Turin. È più difficile spostarsi soprattutto con il Covid, anche se ovviamente se trovi un lavoro puoi andare a spostarsi da una città all'altra, però ovviamente ci sono dei costi, sono costi impliciti nell'andare da un posto all'altro e quindi anche la certezza di non avere magari di perdere il lavoro dopo un mese perché comunque magari col Covid l'impresa chiude. Est-ce qu'à terme, c'est malgré tout plus simple pour ces jeunes comme Mariano de trouver un travail puisqu'ils sont diplômés par rapport aux jeunes qui ne sont pas allés à la fac, Cécile? On pourrait le croire, mais non. Non, en tout cas, selon Melania Ferrara, elle est responsable du projet SEED au sein de l'association Acario. Et ce qu'elle explique, c'est que la seule différence entre les diplômés et les non-diplômés, c'est que les jeunes diplômés ont repoussé le problème de l'accès au marché du travail de plusieurs années. Si rende conto che non ha grandissime opportunità e che i lavori che gli vengono proposti sono lavori che potrebbe svolgere senza nessun titolo professionalizzante. Quindi diciamo che paradossalmente per chi rimane qui si ritrova in una situazione peggiore chi è neolaureato, perché tu ti ritrovi neolaureato solitamente intorno ai 26 anni ad avere contratti di tirocinio a 300 € al mese, quindi diciamo è un po', ed è legale. La seule note plus positive dont m'a parlé Mariano, c'est l'opportunité du Southworking. Littéralement, ce serait le télétravail dans le sud et ça désigne le fait de développer la présence dans les régions du Mezzogiorno d'actifs qui peuvent se permettre de travailler à distance en ayant un coût de la vie inférieur. Et tu nous en avais d'ailleurs parlé en décembre, Cécile, dans cet article à lire sur Mediapart. Merci Cécile, bonne soirée à Palerme et à très bientôt dans À l'air libre. Tout de suite, notre invité, Patrick de Saint-Exupéry. Bonsoir Patrick de Saint-Exupéry, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir pour parler d'un sujet qui déchaîne toutes sortes de passions, y compris négationnistes, d'où la nécessité de votre dernier livre, La Traversée, qui sort demain aux arènes. La Traversée, c'est une enquête dans laquelle vous démontez la thèse du double génocide, celui des Tutsis par les Hutus extrémistes, bien réel celui-là, puis celui des Hutus par les Tutsis, qui lui n'a pas existé. Et pour ça, votre méthode du journalisme de terrain couplée à l'exploitation de documents officiels, vous avez donc décidé de refaire le trajet des exilés rwandais au Congo. Pourquoi refaire ce trajet? Racontez-nous ce périple. Oula, pourquoi le plus simple, ça fait à peu près une vingtaine d'années, même plus de 20 ans, que des gens essayent de matérialiser une hypothèse, une théorie qui sera celle du double génocide, sachant qu'il y a un premier génocide qui s'est produit en 1994, qui est un génocide incontestable, factuel, le génocide des Tutsis au Rwanda. Mais derrière ce premier génocide, des gens se sont mis à dire il y en aurait eu un autre. Alors on ne sait même pas très bien quel autre, mais globalement, il se serait produit au Congo, dans les profondeurs de la forêt, loin de tout le monde. Et cette hypothèse, en fait, a prospéré tout au long des années. Et moi, j'attendais, je vais vous dire la vérité, quoi. Je me disais, il y a bien quelqu'un, à un moment donné, qui ira voir. Parce que moi, j'ai déjà beaucoup travaillé sur le sujet, j'ai déjà fait un certain nombre de choses, et vous ne pouvez pas tout faire, donc j'espérais que quelqu'un le ferait. Et puis, personne ne le faisait. Et pendant ce temps-là, la théorie prospérait, mutait, devenait de plus en plus importante, impressionnante, empoisonnait en fait tout l'espace public. Et puis il se trouve que dernièrement, j'avais un peu de temps libre. Et puis je me suis dit, non, ça fait 25 ans qu'on attend que quelqu'un le fasse.
bon, si personne n'y va, j'y vais, et j'ai décidé de faire cette traversée avec un principe assez simple. Ce que je m'étais dit, c'est tout simple. On écrit cette histoire du Rwanda, du génocide du Rwanda, du Congo, comme si c'était deux histoires complètement différentes. Il y a la première histoire, celle du Rwanda, 94, les années 90-94, et il y en aura eu une autre, distincte, au Congo. Or, dans mon esprit, ces deux histoires ne sont pas différentes. C'est la même qui se continue. Et donc, faire physiquement cette traversée de Kigali à Kinshasa, c'était aussi se donner la possibilité d'essayer de recoudre cette histoire si effectivement je ne me trompais pas. Parce que c'est la même histoire. Et lorsqu'on comprend que c'est la même histoire, on comprend aussi tous les mensonges qui se sont accumulés au fil des années pour essayer de poser cette hypothèse comme un fait, ce qui est absolument inadmissible. Alors, votre livre, justement, est un modèle d'enquête qui s'appuie sur la base du journalisme. Allez poser des questions simples à des gens. Vous avez vu un génocide, c'est un peu ça la question qui revient dans votre livre. Je donne un exemple, celui d'Edze, un Congolais rencontré à Goma. Votre dialogue est assez stupéfiant. Vous lui dites le génocide. Il vous répond, je ne sais pas, j'avais 10 ans et c'était au Rwanda. Et là, vous lui dites, non, je te parle du deuxième génocide, celui du Congo. Ce à quoi il répond, ah bon, un deuxième, vraiment? Et des dialogues comme ça, il y en a plusieurs. Celui-ci est particulièrement explicite. C'est leur accumulation qui a la force de la preuve. Il y a l'accumulation des témoignages. Il y a l'accumulation aussi des faits, de ce qui n'existe pas. Un génocide se traduit dans la réalité. Il y a des conséquences. Vous retrouvez même 20 ans plus tard sur un lieu où il y a eu un génocide, ou 30 ans plus tard, vous retrouvez des brûlures, des cicatrices absolument incroyables. Et lorsque j'ai traversé le Congo, j'étais à l'affût de ces traces-là. Est-ce que vous pensiez en trouver? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, j'y vais et je vais peut-être le trouver, ce double génocide, où au fond, vous saviez, mais vous aviez simplement besoin que le travail des faits soit fait? Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Pourquoi? Parce que, je veux dire, un génocide, ça n'apparaît pas comme ça. C'est pas quelque chose qui se produit régulièrement. C'est pas quelque chose qui arrive et puis paf, il y en a un autre, et puis paf, il y en a éventuellement un autre. C'est tellement exceptionnel, c'est tellement singulier, c'est tellement particulier que l'idée qu'il ait pu se produire un deuxième génocide était, quelques années plus tard, pas loin du Rwanda, était assez difficilement recevable. Mais c'est pas parce qu'une idée est difficilement recevable qu'elle est fausse. Donc il fallait y aller. Voilà mon état d'esprit. Il fallait y aller, pas parce qu'on peut avoir des doutes, on peut s'interroger, mais il y avait en même temps une telle force de conviction à l'appui de cette hypothèse. Des gens importants qui la développent, des rapports de l'ONU, etc. Il y avait tellement d'échos extrêmement forts que vous dites, mais ça se trouve, ils ont raison, vous savez pas, vous savez juste pas. Justement, ces gens importants, le premier d'entre eux, c'est le président François Mitterrand, qui, dès 1994, vous rappelez dans votre livre cette déclaration au sommet France-Afrique de Biarritz, se demande quel génocide s'est produit. Celui des Hutus contre les Tutsis, demande-t-il, ou celui des Tutsis contre les Hutus? Le génocide s'est-il arrêté après la victoire des Tutsis? Je m'interroge. Est-ce qu'à l'époque, déjà, c'est coupable d'affirmer ça? Là, on est en 94, 6 mois après le génocide. À mon sens, oui, c'est même... Mais je vais vous dire pourquoi il prononce cette phrase. Parce que c'était la conférence de clôture du sommet France-Afrique à Biarritz, et il y avait tous les chefs d'État africains, puis il y avait la presse, et on était quelques mois à peine après la fin du génocide, et il y avait un problème très pratique, c'est que dans ces cas-là, les services de l'Élysée distribuent le discours écrit du président, et qu'il prononce ensuite à l'oral à la tribune. Et dans le discours écrit, il était marqué « les génocides ». Et à l'oral, François Mitterrand a parlé du génocide. Et moi, je ne comprenais plus rien, j'avais deux versions. Et donc, j'ai juste... Monsieur, c'est quoi la bonne version? C'est la question que j'ai posée à Mitterrand. Là, c'est la réponse qu'il donne à ce moment-là. Mais cette réponse-là, il la donne de manière totalement confuse. Il donne une première réponse, mais personne n'y comprend rien. Et puis ensuite, il passe à un autre sujet. Et puis, il revient de sa propre initiative sur cette question. Et il est un peu plus clair, mais c'est toujours pas clair du tout. Il repasse à nouveau sur un autre sujet, il revient une troisième fois, et c'est au bout de la troisième fois qu'il prononce cette idée
qui est quand même stupéfiante. On est quelques mois à peine après la fin du génocide. Et le jour où le TPIR se met en place, il me semble, ce qui est une drôle d'ironie. C'est juste incroyable. Et lorsque vous entendez ça, vous dites, mais c'est pas possible, il y a un bug. Et après, je croise les gens de l'Élysée, de la cellule Afrique de l'Élysée, mais qui étaient dans une colère noire, quoi, qui étaient presque à me prendre par le col, à me traiter de connard et d'imbécile, parce que j'avais posé cette question, qui était une question stupide. Quelle est la bonne version, le texte écrit ou le texte oral? Comme quoi cette question stupide était maligne. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous posez une question stupide, enfin bête, évidente, et vous sentez que ça provoque une colère, une confusion, une hargne de la part de gens qui sont à la tête de l'État. Et vous dites, mais c'est qui ces gens? C'est quoi? À quoi ils pensent? Pourquoi ils raisonnent comme ça? Qu'est-ce qui leur arrive? Et alors cette confusion, cette peut-être fausse confusion, continue puisque il y avait donc ces doutes de François Mitterrand à l'époque qu'il exprimait en répondant à votre question, et puis il y a ensuite tous ceux qui se sont fait le relais de cette thèse du double génocide, comme Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée au moment du génocide des Tutsis du Rwanda. Alors, Hubert Védrine se fait plus que le relais de cette thèse, il s'en fait le petit propagandiste. Exactement, et donc aujourd'hui encore, c'est-à-dire que c'est quand même celui que les médias appelle régulièrement pour une parole d'autorité incontestable, et c'est celui qui va développer cette thèse du double génocide. Comment est-ce que vous qualifiez son rôle dans cette théorie du double génocide? Est-ce que Hubert Védrine est un négationniste? Oh bah oui, évidemment. Enfin, pour moi, il n'y a aucune discussion. C'est un négationniste et c'est surtout un triste cire. Qui n'en est pas inquiété, pourtant. Oui, mais c'est un triste cire. Enfin, c'est quelqu'un qui use d'une parole d'autorité avec un pseudo-aplomb et une arrogance parfois absolument incroyable, et qui vous énonce des supposées évidences, l'air de ne pas y toucher, et qui en fait fait tout pour que personne ne puisse rien comprendre, et qui de fil en aiguille se retrouve presque dans un rôle à la Forisson, ou voilà, je veux dire que moi une donc comparaison, négationniste de la Shoah. Négationniste de la Shoah, mais moi une comparaison Védrine-Forisson me choquerait pas, enfin me choque pas, je le dis tel que, me choque pas, parce que lorsqu'on reprend l'ensemble de ses propos sur 20 ans, lorsqu'on reprend toutes ses interventions, il dit des choses, mais incroyables, insupportables, inadmissibles, et d'autant plus inadmissibles que l'on parle d'un homme qui prétend s'exprimer au nom de la France, pour défendre la France, son honneur. Mais c'est pas possible. C'est un gars qui est en train de ravaler l'histoire en permanence. Et lorsqu'on lui pose vraiment les questions, il devient d'une tension absolument incroyable. C'est presque comme si les poils se dressaient sur sa peau dès qu'on lui parle du Rwanda. Enfin, là, stop, quoi, qu'on arrête un peu ce cinéma. Je ne comprends pas que les gens ne lui posent pas la question plus directement. Comment se fait-il qu'en 20 ans, les questions n'aient juste pas été posées directement à des gens qui donnent l'impression d'avoir licence de dire tout et n'importe quoi sur des sujets qui sont quand même un peu graves. Peut-être aussi parce qu'on y viendra en fin d'interview, les archives qui concernent cette période, les archives militaires qui concernent cette période 90-94 ne sont pas publiques. Il y a aussi le rôle des écrits. Vous faites référence au rapport Mapping de l'ONU qui, à sa manière, participe à ce négationnisme. Vous écrivez qu'il est biaisé, qu'il parle d'une guerre avec le vocabulaire de l'extermination. Waterloo décrit avec les mots d'Auschwitz. Oui, c'est le principe du négationnisme. C'est-à-dire que vous biaisez tout, vous tordez les réalités juste par l'usage des mots. Imaginez que je vous raconte Waterloo avec les mots d'Auschwitz. Je ne vous raconte pas Waterloo. Je vous raconte autre chose de complètement différent. Et pourtant, je parle des mêmes événements. Si je dis extermination à la place de massacre ou tuerie, ce qui s'est produit. Ce qui se produit en permanence. Védrine adore en jouer de ça, adore en jouer, quoi. Il fait mine qu'une série de massacres serait l'équivalent d'une extermination. Mais non, enfin, il n'est pas tout à fait idiot, même s'il est totalement stupide, il n'est pas tout à fait idiot, et il sait parfaitement avec quoi il joue. Et ça, c'est inadmissible. Un ancien haut responsable de l'État n'a pas le droit de jouer avec ce genre de choses. En tout cas, moi, je ne peux pas l'admettre. Voilà. Moi, je ne peux pas l'admettre. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Non, ça ne me met pas en colère, ça me révolte. Ça me révolte parce qu'on n'a pas le droit de jouer sur les mots. On n'a pas le droit de jouer avec ce genre de choses. Ceux qui jouent avec ce genre de choses,
C'est juste Arusha. Arusha était le tribunal du génocide des Tutsis du Rwanda. Un des principaux accusés d'Arusha s'appelle le colonel Théoneste Bagassora. Qu'est-ce que disait le colonel Bagassora pour se défendre? Il refusait de parler de génocide, il voulait parler de massacre excessif. Non, moi j'ai pas fait de génocide, on a peut-être fait des massacres excessifs. Védrine, Bagassora, c'est la même chose. Ces gens-là jouent sur les mots pour essayer de faire vivre une réalité qui n'a pas existé. Alors, je le répète, votre livre est un livre d'enquête. C'est pas comme ça un récit. Non, mais je dis ça parce que, par exemple, ce rapport mapping, dont vous le fact-checkez en fait en permanence. Je donne un dernier exemple pour dire que vraiment les faits sont posés dans ce livre et c'est ça qui est important. Vous allez à Walikale, donc c'est tout un périple pour accéder à cet endroit et vous expliquez que le rapport décrit une impitoyable mécanique de rebelles congolais et de soldats rwandais décidés à tuer un maximum de victimes et que sur place personne n'en parle. C'est ça que vous constatez au fil vraiment de vos étapes. Mais oui, moi je lis un texte qui me décrit avec des mots d'une force incroyable des événements inimaginables et je vais sur place et je demande aux gens, parce qu'il s'est passé 25 ans à peu près entre les événements, donc des gens qui avaient 20 ans à l'époque en ont 45 aujourd'hui, mais ils n'ont pas changé, ils vivent toujours là, ils y sont toujours là. Il suffit de leur poser la question, c'est aussi bête que ça. Et quand vous leur posez la question, ils vous disent oui, là il y a peut-être eu des morts, mais non, c'était pas une extermination, il y a eu des morts, oui. Le lieu dont vous parlez, il y a eu quelques morts, effectivement. Mais rien à voir, en tout cas, avec un certain nombre de retranscriptions qu'on lit dans ce rapport mapping. De l'ONU. De l'ONU, oui, mais qui sont des retranscriptions pleines d'enflure, encore une fois, avec des mots où, pour vous décrire la guerre, on utilise le vocabulaire d'Auschwitz. Et c'est pas possible. On trouve dans le rapport mapping, c'est incroyable, mais le rapport mapping, en fait, est écrit comme si on avait copié le vocabulaire et la scène du premier génocide. On le copie à l'inverse. Et on l'a à l'inverse. On change juste, c'est vraiment une écriture en miroir. On reprend le génocide des Tutsis du Rwanda, on le duplique et on l'applique au Congo, on change juste les noms, c'est d'autres qui parlent, et on vous le renvoie et on vous met les deux en face, ce qui fait que vous avez deux miroirs face à face. Et donc ça devient totalement illisible parce que l'image est brouillée en permanence. Est-ce qu'au fond, cette thèse du double génocide n'a pas un fondement tout simplement raciste ou postcolonial? On a une facilité déconcertante lorsqu'il s'agit de pays d'Afrique à parler de conflits interethniques, à tout mélanger, à grosso modo dire que ça se massacre par-ci par-là et puis c'est tout. Dans l'acceptation de cette thèse, oui, sans doute. Mais pas dans la formulation. C'est-à-dire que ceux qui la formulent, c'est pas par discussion postcoloniale, en fond de racisme, etc. C'est bien plus profond. C'est des gens qui simplement, parce que ce sont énormément de responsables français qui la formulent, d'anciens politiques, je parlais de Védrine, mais Juppé ou d'autres, des militaires, de hauts officiers, des généraux qui la formulent dans leur bouche, et eux la formulent, mais uniquement pour esquiver leurs responsabilités. C'est de la défausse. Et eux, c'est un calcul. Rien n'est gratuit. C'est un calcul. Et ce calcul-là, ils le mènent depuis 20 ans. Et ce calcul-là, quelle est sa finalité? C'est de nous faire porter, à nous, Français, la responsabilité de leurs actes qui relèvent de la complicité de génocide. Et ça, c'est inadmissible pour moi. Et pour d'autres aussi, Pas que moi, mais d'autres. Justement, cette complicité de génocide, ce qui serait intéressant, c'est évidemment d'avoir accès aux archives militaires françaises sur le Rwanda entre 1990 et 1994. Elles sont inaccessibles aux chercheurs et journalistes. Elles sont conservées au service historique de la Défense à Vincennes. Il y a un inventaire qui les répertorie. Cet inventaire, jusque-là, était lui-même inaccessible, malgré sa déclassification en 2007. Ce soir, Mediapart le publie, cet inventaire. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile? C'est très technique, tout ça, mais c'est utile parce que c'est dans cet inventaire, en fait, que se trouvent toutes les cotes des documents secrets défense qui concernent cette période. Ça peut donc permettre à des chercheurs, à des journalistes de dire moi je veux telle cote et de la soumettre à la déclassification, ce qui est encore une autre étape. C'est une pièce extrêmement importante. Voilà, donc c'est extrêmement important. Oui. Et c'est désormais, à partir de ce soir, en ligne sur Mediapart. C'est un bon début. Est-ce que vous avez déjà fait des demandes de déclassification de documents sur cette période et est-ce que vous êtes heurté au mur du secret défense? Non, moi j'ai pas fait de demande. Il y a déjà un certain nombre de documents qui ont été rendus publics, qui sont déjà extrêmement incriminants, très sincèrement.
quelque part, tout est déjà sur la table, en fait. Maintenant, qu'on ait le maximum de confirmation, c'est nécessaire. Oui, parce que le négationnisme est très fort. Mais bien sûr, mais il y a déjà une bonne partie du dossier qui est sur la table, et de manière factuelle et indubitable. Qu'il y ait d'autres éléments, c'est nécessaire et c'est tant mieux. Il y a un rapport qui est attendu aussi dans quelques semaines, demandé par le président de la République. Sur cette question des archives, il y a quand même un point qui ne laisse pas aussi d'interroger. Un des épisodes de cette histoire rwandaise, c'est ce qu'on va appeler l'opération turquoise, où la France va envoyer, Paris va envoyer 2500 soldats au Congo, enfin à l'époque c'est le Zaïre, pas très loin du Rwanda, et quelques-uns vont aller au Rwanda. Cette opération est présentée comme humanitaire. Dans le discours officiel, c'est une opération humanitaire. Militaro-humanitaire. Je ne sais pas très bien ce que c'est, militaro, mais tout le monde entend humanitaire. Donc humanitaire, normalement, c'est ouvert. Il n'y a rien à cacher si c'est humanitaire. Comment se fait-il que depuis plus de 25 ans, tous les documents soient classés secret défense, tous les documents relatifs à Turquoise soient classés secret défense? Mais c'est totalement aberrant. On prend les gens pour des imbéciles. Une opération humanitaire classée secret défense. Et où est-ce qu'on est? Pas en France, en tout cas. Quand on est sur ce genre de choses, c'est pas digne de la France. On n'est pas en France. Une dernière question. Qu'avez-vous appris sur vous à travers cette histoire que vous traitez depuis 25 ans? Rien. Enfin, moi, j'apprends. C'est pas moi la question. Moi, j'apprends rien sur moi. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur vous, refaire ce périple? Vous avez couvert le génocide au moment où il s'est produit. Moi, j'adorais faire ce périple, pas parce que j'ai rencontré des gens et je rencontre en permanence des gens. J'adore les entendre, j'adore entendre leurs histoires, j'adore les rencontrer. Je rencontre des emmerdeurs aussi, mais ça, c'est comme partout, c'est comme dans la vie. Mais juste ce plaisir d'aller vers les gens, de leur parler, de leur faire raconter, d'être à l'écoute, c'est ça qui est formidable. Et c'est pour ça que moi, je fais ce métier. Le reste, c'est pas très important, mais juste pouvoir y aller et vous rapporter plein de choses, quoi. Il y a plein de choses qui sont merveilleuses. Honnêtement, il y a plein de choses qui sont merveilleuses. Vous apprenez énormément sur les gens. Je vais vous raconter juste une petite chose. J'ai un copain au Rwanda, dans les collines de Bisesero, où il s'est passé un truc, c'était dégueulasse. Il s'appelle Eric. Je l'avais rencontré à l'époque pendant l'opération Turquoise. Et puis je l'ai revu. Et puis à un moment, il a disparu pendant plusieurs années. Je ne sais pas où est-ce qu'il était, mais je ne l'ai pas revu. Et puis je le revois après plusieurs années, mais il s'est passé beaucoup de temps, 10 ans. Et puis on prend une bière sur la colline. Puis on commence à discuter, je lui dis, mais pourquoi qu'est-ce qui se passait? T'étais plus là? Il me dit, écoute Patrick, j'ai bu, j'étais un peu alcoolique, j'allais pas bien, quoi. Je me suis isolé. Très bien Eric, mais pourquoi tu t'es isolé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a fallu 10 ans avant qu'il me raconte ce que je vais vous raconter, plus de 10 ans. Il m'a dit, écoute Patrick, tu vois, juste après le génocide, j'étais maire de mon petit village. Et quand t'es maire, c'est toi qui signes les bons pour attribuer les maisons aux gens. Et donc, je devais signer les bons. Et signer les bons pour tous les gens. Et des gens aussi dont je savais qu'ils avaient assassiné ma famille. Vous vous rendez compte? Signer des bons pour une maison à des gens dont vous savez qu'ils ont assassiné votre famille. Ça dépassait l'entendement. Et je me suis dit, mais il est dingue, ce gars. D'où il sort sa force? D'où il tire sa force pour signer un bon, pour donner une maison aux gens dont il soupçonne qu'ils aient tué les siens. Waouh! Ça, c'est précieux. Merci Patrick de Saint-Exupéry. Votre livre, La Traversée, est publié aux Arènes. Ça sort demain et c'est important, c'est passionnant. À très bientôt. Tout de suite, le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, petit récap du Covid d'abord. Alors que le gouvernement a annoncé aux Français l'arrivée d'anticorps monoclonaux capables de réduire le risque d'être hospitalisés, Caroline Coq-Chaudorge fait le point. La communauté médicale a de sérieux doutes sur leur efficacité. En catastrophe, le nombre de patients qui pourraient y avoir accès a été limité. Le gouvernement l'a annoncé, une partie de la réforme de l'assurance chômage entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Cécile Hautefeuille nous explique que la baisse des allocations est bel et bien la priorité. C'est la première mesure qui sera appliquée. Enfin, Romaric Gaudin s'est penché sur les derniers travaux du FMI. Selon le Fonds monétaire international, l'après-coronavirus risque d'être une période de forts troubles sociaux. Une mise en garde que la situation économique semble confirmer, mais qui est largement ignorée par de nombreux dirigeants. Merci de nous suivre chaque soir à l'air libre. C'est fini. On se retrouve
demain, même heure, même endroit. Bonne soirée, salut.